1941. La Deuxième Guerre mondiale fait rage. La Grande-Bretagne a besoin du ravitaillement en provenance de l'Amérique du Nord, mais les Allemands coulent les convois dans l'Atlantique. Les équipages d'élite des sous-marins allemands ont détruit 2,5 millions de tonnes de marchandises depuis le début de la guerre. Ils vivent ce qu'ils appellent leurs jours heureux. Ces engins étaient faits pour le combat. Mais cette période de grâce s'achève. Le vent tourne et ce n'est pas en leur faveur. Une grenade sous-marine nous a touchés et les vibrations étaient si terribles qu'il était impossible de bouger. Les survivants racontent. Le navire s'est enflammé. On savait qu'on était menacé. Voici le récit de la guerre des convois. Au début de 1941, Karl Dönitz, le commandant de la flotte sous-marine allemande, est inquiet. Même si ces U-boats coulent une quarantaine de navires alliés chaque mois. Il a cependant calculé qu'il doit en couler 3 fois plus pour vaincre la Grande-Bretagne. Ces meutes de sous-marins ne manquent pas de cibles. Chaque semaine, des convois protégés par des navires de guerre canadiens et britanniques partent du port d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Dönitz planifie une offensive majeure pour le printemps. Les attaques seront menées par des as commandants de U-boats, dont l'un des plus célèbres, Günther Prien. Ce maître dans l'art de la guerre sous-marine a coulé 27 navires en 9 patrouilles. À la fin de février, le sous-marin de Prien quitte le port français de Lorient en direction des voies empruntées par les convois dans l'Atlantique. Chaque départ de U-boat est célébré en grande pompe. Au moment du départ, il y avait des acclamations et de la musique. Les femmes nous donnaient des fleurs. Le sous-marin s'est éloigné et dès que nous avons été suffisamment loin des côtes, nous avons jeté les fleurs par-dessus bord parce que nous avions peur qu'elles nous portent malheur. Mais Karl Dönitz et Günther Prien ne soupçonnent pas l'ampleur de la malchance qui plane sur eux. Prien a mis le cap sur le banc de Rockall. Ce rocher isolé se trouve à 320 km au nord-ouest de l'Irlande. L'équipage sait qu'il peut passer plus d'1 mois en mer. Il y avait des préparatifs à faire avant de prendre la mer. Il fallait faire notre testament et avertir notre plus proche parent que nous allions être partis un certain temps sans pouvoir être rejoints. Le 6 mars, Günther Prien repère un convoi. C'est le OB 293 en provenance de Grande-Bretagne. Il se dirige vers le Canada pour s'approvisionner. Il est composé de 37 navires marchands, défendus par 4 navires escortes. Pour avoir l'autorisation d'attaquer, Prien doit d'abord avertir Dönitz par radio, car celui-ci insiste pour contrôler toutes les attaques des U-boats à partir de son poste de commandement en France. Karl Dönitz dirigeait tout le système en utilisant la radio pour contrôler ce que faisaient les sous-mariniers, où ils allaient et comment ils se battaient. Il les réprimandait quand ils n'étaient pas efficaces. Dönitz voulait gérer personnellement tout le théâtre de la bataille de l'Atlantique à partir de son bunker radio. Pour empêcher que les Britanniques décodent leurs messages radio, les Allemands utilisent une machine cryptographique à la fine pointe de la technologie, l'Enigma. Dönitz ordonne à 3 autres sous-marins de rejoindre Prien pour attaquer le convoi. Employant la tactique efficace imaginée par Dönitz, Prien et les autres sous-marins attaqueront à la surface en pleine nuit. Les commandants les plus téméraires émergeront à l'intérieur du convoi.
Une fois à portée de tir, ils attaquent. Un bruit horrible a retenti, un énorme bang. On l'entend lorsqu'un navire coule. Quand il est compressé, il craque et plie. Et on espère qu'il n'y a plus personne à bord. Les U-boats coulent 4 navires. Mais au lever du jour, force est de constater qu'ils ont payé un prix élevé pour ce succès. 2 U-boats ont sombré. L'un d'eux est le U-47, commandé par l'as des as, Gunther Prien. La mort de Prien bouleverse Dönitz. Prien était la quintessence de l'homme. Une belle personnalité, de l'enthousiasme, de l'énergie et de l'entrain à profusion. Il était entièrement dévoué et il donnait le meilleur exemple à tous ceux qui étaient sous son commandement. Après 3 mois sans essuyer une seule perte de sous-marin, la disparition de 2 U-boats en une nuit porte un coup terrible aux Allemands. Dönitz ne comprend pas comment les Britanniques ont pu avoir le dessus. En attaquant de nuit à la surface, les U-boats devraient être pratiquement invisibles. Ils étaient difficiles à voir. Ce n'était que de minces silhouettes. Le haut de la tourelle n'était qu'à 3 ou 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui n'est pas très haut en pleine nuit sur une mer houleuse. Ce que Dönitz ne sait pas, c'est que les Britanniques peuvent maintenant voir dans l'obscurité, grâce à une innovation secrète. Le radar. Les scientifiques britanniques travaillent depuis 10 ans à la mise au point de cette technologie de détection. Le radar a d'abord été utilisé comme système d'alarme pour repérer les avions ennemis. Les Britanniques en ont conçu une version plus petite, pouvant être installée sur un destroyer. Le radar peut localiser les navires allemands à la surface de l'océan dans un rayon de 16 km. L'appareil utilise les ondes radio. À bord du destroyer, l'opérateur radar envoie des impulsions radio. Ces impulsions se reflètent sur les objets métalliques, tels que la tourelle d'un sous-marin. Quand le signal revient, l'opérateur calcule l'orientation et la distance du navire ennemi. Cette percée scientifique redonne l'avantage aux Britanniques. D'un seul coup, vous savez où se trouve l'ennemi, vous pouvez le voir, et il ignore que vous le voyez. Les Britanniques avaient un net avantage par rapport à l'ennemi. Ils bénéficiaient d'une vision nocturne électronique alors que les Allemands n'avaient que des jumelles. Pour les Britanniques, cette percée arrive à un moment crucial. L'île est assiégée. La pénurie de vivres affecte toute la population. Avant la guerre, la Grande-Bretagne importait 59 millions de tonnes de nourriture et de matières premières chaque année. Les attaques des U-boats ont pratiquement coupé ces importations de moitié. Dönitz est persuadé qu'il peut arrêter complètement les convois, mais le haut commandement l'en empêche. En mars 1941, il n'a que 96 U-boats à sa disposition, alors qu'il soutient depuis toujours qu'il en a besoin de 300 pour triompher des convois. Il n'obtient pas la puissance de feu qu'il souhaite, car Hitler est convaincu que les cuirassés sont les navires clés de la victoire. Hitler était comme n'importe quel gars moyen qui se trouverait dans un musée devant un modèle de cuirassé et un modèle de U-boat. À l'instar d'Hitler, il préférerait sans doute le cuirassé parce qu'il est fasciné par sa puissance brute. Néanmoins, Dönitz est convaincu que l'argent serait mieux investi dans la construction de U-boats. Il croit que s'il avait suffisamment de sous-marins, il gagnerait la guerre contre les convois. Il est sur le point d'avoir l'occasion de le prouver.
En mars 1941, la force sous-marine allemande demande à 3 de ses meilleurs commandants de sous-marins de patrouiller dans l'Atlantique à la recherche de proies. Il s'agit de Joachim Schepke, Otto Kretschmer et Fritz Julius Lemp. À eux 3, ils ont déjà coulé près de 100 navires. Le 15 mars, Lemp repère le convoi HX-112 à 650 km des côtes de la Grande-Bretagne. Plusieurs de ces 41 navires sont des pétroliers qui transportent de l'essence, du kérosène et du pétrole brut. N'importe quel navire ennemi constituait une bonne cible. Mais le gros lot en fait de cible, c'était les pétroliers, bien sûr. Ignorant que les Britanniques utilisent leur radar, les 3 As positionnent leurs sous-marins pour l'attaque. Dans l'obscurité, Kretschmer se faufile à l'intérieur du convoi. Au cours d'une formidable démonstration de guerre sous-marine, il coule 5 navires en 1 heure. Schepke s'approche et attaque à son tour. Mais un destroyer britannique le détecte grâce à son système radar. Une fois repérés, les U-boats sont vulnérables aux tirs des navires et doivent plonger pour se mettre à l'abri. Quand nous avions de la vitesse, la plongée se faisait très vite. Nous descendions aussi vite que possible. Nous avons réussi à plonger en moins de 30 secondes. Sous l'eau, les U-boats ne sont pas invincibles. Les Britanniques utilisent leur sonar pour les localiser. L'équipage du sous-marin ne peut qu'attendre et prier. À la surface, le destroyer britannique lance une série de grenades sous-marines au-dessus de l'endroit où semble se cacher le sous-marin. Chaque charge contient 136 kg d'explosifs de grande puissance et est programmée pour détonner à une profondeur prédéterminée. Il y avait 2 lanceurs de grenades sous-marines à l'arrière du navire. On lançait quelques grenades programmées pour une certaine profondeur, puis on en lançait d'autres à une profondeur moins grande. Comme ça, le sous-marin était pris en sandwich entre les grenades qui explosaient en même temps. C'est assourdissant. Je n'avais jamais entendu un tel bruit de ma vie. Jamais. C'est unique. Vous savez, le son voyage très bien dans l'eau. Un bruit incroyable. Incroyable. Pendant l'attaque du convoi HX-112, le U-boat de Schepke est lourdement endommagé par les grenades sous-marines. Il n'a d'autre choix que de vider ses citernes de ballast et refaire surface. Il est alors repéré par un destroyer britannique qui l'éperonne. Schepke et 37 hommes d'équipage sombrent au fond de l'océan. Les navires d'escorte partent à la poursuite des autres U-boats. Ils retrouvent rapidement Otto Kretschmer. Des grenades sous-marines endommagent également son U-boat. Il réussit à remonter à la surface, mais il doit abandonner son sous-marin. Il est capturé vivant. Kretschmer et son équipage sont ramenés à Liverpool. Les services de propagande britanniques jubilent.
Otto Kretschmer, Joachim Schepke et Gunther Prien étaient des stars. Vous savez, les joueurs vedettes que tout le monde souhaite avoir dans son équipe. Ils étaient les meilleurs de toute la flotte sous-marine. 2 ont été tués et le 3e capturé. L'organisation a été décapitée, c'était un revirement total. En 10 jours, Dönitz a perdu 3 as de sa flotte. Des hommes expérimentés qu'il aura du mal à remplacer. Mais il refuse de croire que les Britanniques ont développé une technologie qui les avantage. Il jette plutôt le blâme sur les espions. D'une façon ou d'une autre, l'ennemi a obtenu de l'information sur le lieu de l'attaque. J'ai donné des ordres pour que le nombre de personnes informées des opérations des U-boats soit réduit au minimum. L'incapacité de Dönitz à admettre que les Alliés ont inventé le radar est une erreur coûteuse. Néanmoins, le pire reste à venir. Une découverte inattendue des Britanniques changera le cours de la guerre. Printemps 1941. Après un lent départ, les Alliés semblent prendre le dessus dans l'Atlantique. L'Allemagne a perdu 3 de ses meilleurs commandants de U-boat. Mais Fritz Julius Lemp a échappé au carnage jusqu'au 9 mai 1941. Ce jour-là, Georg Oegel était son opérateur radio. Nous avons touché 2 navires du convoi. Au 3e tir, il y a eu une défaillance d'une torpille. Ensuite, le destroyer s'est approché de nous. 500. Entfernung 500. David Baum était à bord du destroyer. Ils ont torpillé 2 navires et nous nous sommes dirigés immédiatement où nous pensions que se trouvait le U-boat. Nous avons lancé des grenades sous-marines. Notre attaque a été très efficace. J'étais dans la salle de détection sonore et j'ai entendu un bruit métallique. J'ai dit à l'officier marinier, « Fritz, ils nous ont coincés. » Die haben uns am Wickel. Les vibrations étaient si terribles qu'il était impossible de bouger. Nous ne pouvions pas nous enfuir. Alors Lemp a donné l'ordre de remonter à la surface. Une fois hors de l'eau, nous recevions des tirs de tous les côtés. Nous avons ouvert le feu avec toutes les mitrailleuses. Les Allemands ont dû avoir très peur parce qu'ils sautaient par-dessus bord. J'ai vu Lemp sur la tourelle de commandement qui criait en gesticulant « Sortez, sortez tous !» Moi et l'autre opérateur radio lui avons demandé ce qu'il fallait faire avec les machines secrètes. Il a dit de tout laisser en place et de sortir. Il voulait sauver tous ses hommes. Lemp et son équipage abandonnent le sous-marin. Mais ils constatent, horrifiés, que le U-boat ne sombre pas. Le sous-marin était abandonné à environ 200 mètres de nous. Mon commandant m'a demandé d'aller à bord pour prendre les choses utiles. Nous nous sommes rendus à la rame. J'ai marché sur le pont en pointant mon revolver. Toutes les écoutilles étaient ouvertes. Je ne pouvais pas savoir s'il y avait toujours des Allemands à bord. C'était effrayant, parce que j'avais besoin de mes 2 mains pour descendre l'échelle verticale. J'ai dû ranger mon revolver pour le faire. Je suis arrivé dans la salle de commande. Tout était silencieux. Il n'y avait pas un sous-marinier allemand. J'ai dit à l'équipe d'arraisonnement
que la voie était libre. Nous avons fouillé le U-boat et notre découverte la plus importante a été la machine Enigma et le livre de code. Enigma machine. Sur place, David Baum ne se rend pas compte de la signification de sa découverte, mais elle pourrait changer le cours de la guerre. Les machines Enigma servent à encrypter tous les messages radio entre Dönitz et ses U-boats. Le corps de Lemp, l'as des U-boats, ne sera jamais retrouvé. Par un coup de chance, les Britanniques ont trouvé la clé pour décrypter les codes secrets de la marine allemande. 4 jours plus tard, la machine se retrouve à Bletchley Park, le quartier général des services du renseignement. Dans l'espoir de percer tous les secrets de Dönitz, les meilleurs cerveaux de Grande-Bretagne s'attellent à la tâche. Selon les spécialistes, ce service du renseignement a raccourci la guerre de 2 ans, ce qui a sauvé un nombre incalculable de vies. Enfin, des cryptographes comme Gene Valentine peuvent déchiffrer les messages radio des U-boats. C'était absolument vital de connaître les objectifs de l'ennemi, de savoir où se trouvaient les navires et ce qui allait arriver à tel ou tel moment. Je crois que Bletchley Park a joué un rôle déterminant à cet égard. Les messages décryptés sont envoyés au centre névralgique des convois alliés de l'Atlantique, le commandement des approches ouest à Liverpool. Les Britanniques peuvent enfin déterminer la position des U-boats et dévier les convois afin de les éviter. Grâce au code Enigma et au radar, l'équilibre des forces penche maintenant du côté britannique. Ils peuvent espérer qu'un plus grand nombre de convois arriveront à bon port pour soutenir l'effort de guerre. Pour la première fois de la guerre, les Britanniques ont vraiment une emprise sur les mouvements de la flotte des U-boats. Cela leur confère un avantage dont ils tireront profit le reste de l'année. Pendant ce temps, Dönitz croit que le code Enigma est toujours indéchiffrable. Je ne crois pas que les communications radio ont déclenché les actions de l'ennemi. Le décryptage du code est une excellente nouvelle pour la Marine royale du Canada, à bout de souffle. Au printemps 1941, les Canadiens acceptent de protéger la portion ouest de la route maritime des convois. Les navires qui font le long trajet entre Terre-Neuve et l'Islande sont maintenant escortés principalement par des navires du Canada. Les Canadiens ont besoin de toute l'aide possible. Le code des sous-marins allemands a été décrypté et l'information obtenue leur permet de naviguer en esquivant les positions ennemies. C'est un avantage opérationnel et tactique formidable, parce que la marine canadienne évite des engagements qui se seraient probablement soldés par des défaites. Les convois évitent plus souvent les meutes de U-boats, mais d'autres dangers les guettent dans l'océan. Il n'y a aucun autre endroit, dans n'importe quelle bataille ou campagne livrée pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il a fallu faire passer un convoi dans le brouillard, entre des icebergs, et échapper à des meutes de sous-marins. C'est un environnement très complexe. Les Canadiens guident des dizaines de navires marchands vieillissants sur une mer déchaînée et sujette aux pires tempêtes. Les vagues étaient plus hautes que le mât du navire. On les voyait arriver et on se disait qu'elles allaient nous submerger. Le navire tanguait comme ça et touchait l'eau, puis il remontait un peu. On se demandait s'il allait revenir à une position normale. Au milieu de l'été, les Canadiens ont escorté à bon port des centaines de navires dans ces eaux périlleuses. Mais le vent tournera à nouveau. Malgré le décryptage du code Enigma, les meutes de sous-marins allemands n'ont pas dit leur dernier mot. Elles sont sur le point de lancer l'une des attaques les plus dévastatrices de la guerre contre un convoi canadien. Été 1941.
la marine canadienne éprouve de graves difficultés. Pour remplir ses lourdes obligations dans l'Atlantique, plusieurs navires d'escorte prennent le large sans équipement adéquat. La plupart des navires britanniques sont dotés de radars modernes, mais peu d'appareils ont fait leur chemin jusqu'aux navires canadiens. En deux mots, la raison pour laquelle il a fallu tant de temps aux Canadiens pour avoir l'équipement nécessaire est que les Britanniques s'occupaient d'abord de leurs navires. Ce qui est logique, en fait. Beaucoup d'équipages canadiens doivent se contenter de technologies primitives. La plupart des navires n'avaient que des jumelles du type qu'on utilise pour observer les oiseaux. La liste des choses qui manquaient sur les navires était très longue. Ils avaient des grenades sous-marines qu'ils peuvent faire exploser s'ils trouvent un sous-marin ennemi, et ils ont un canon de base. C'est tout. La marine a du mal également à trouver des hommes pour constituer les équipages. En 2 ans, la marine est passée de 6 navires en état de combattre les U-boats à 70. Mais elle manque cruellement de marins adéquatement formés. Si les Alliés veulent gagner la guerre, une nation doit venir se battre à leur côté. Les États-Unis. Les États-Unis ont la plus grande économie du monde et le ton des discours du président Roosevelt se durcit. No nation can appease the Nazis. No man can tame a tiger into a kitten by stroking it. Mais le peuple américain ne souhaite pas se battre contre Hitler. We want no war. We'll have no war. Les Américains aiment-ils Hitler? Non, en grande majorité. Le considèrent-ils comme dangereux? Oui, en grande majorité. Sans aller plus loin dans les détails, la question qu'on se pose alors, c'est: devrions-nous participer à la guerre contre l'Allemagne? Là, c'est un non catégorique. Ils donnent encore cette réponse aussi tard qu'à l'automne 1941. Sans l'aide des Américains, la Marine royale du Canada repousse ses limites pour protéger les navires dans l'Atlantique. 1,500 yards. 1,400 yards. Alors que les Canadiens sont précipités dans la bataille sans expérience, les équipages des sous-marins allemands sont constitués de marins parmi les mieux formés au monde. Le 30 août 1941, le convoi SC-42 quitte Sydney en Nouvelle-Écosse pour un périple de 2 semaines et demie jusqu'en Grande-Bretagne. Les navires transportent entre autres 22 000 tonnes de céréales pour nourrir les Britanniques. Peter Cock est à bord du Skeena, un destroyer canadien. Le convoi SC-42 était composé de 60 ou 70 navires. Le destroyer Skeena était devant et il y avait 3 corvettes en plus. Au départ, les messages Enigma décodés indiquent qu'une meute de U-boats est en train de se former. Les Britanniques alertent le convoi, mais celui-ci ne peut changer son itinéraire car il est au beau milieu d'une terrible tempête. Je voyais la proue des navires s'enfoncer dans l'eau. C'était épouvantable. À 16 ans, Ted Hodgson est apprenti sur le navire marchand Ketty. C'était un convoi lent. Certains navires ne pouvaient pas dépasser 7 nœuds, ce qui signifiait qu'en cas de mauvais temps, nous étions littéralement stationnaires. Après 10 jours de traversée, le convoi sans défense se retrouve entre les crocs de la meute de U-boats. Avec ses 17 sous-marins, c'est une embuscade des plus menaçantes. Les Allemands ont déjà attaqué quelques convois escortés par des Canadiens, mais sans grand succès. Ils assaillent le SC-42 dans la région la plus éloignée des renforts. La flotte d'escorte manque d'expérience et d'équipement, en plus d'avoir des problèmes de communication. Les sous-marins sont nettement supérieurs.
Le 9 septembre 1941, les U-boats attaquent le premier navire marchand. Habituellement, le premier signe d'une attaque était le torpillage d'un navire. C'était généralement un navire marchand parce que les escortes étaient plus rapides. Notre tour venait après. On a entendu l'explosion. Et le navire s'est enflammé. On savait qu'on était menacé. Parce que si un sous-marin était d'un côté du convoi, les navires d'escorte se ruaient sur lui. Alors un autre sous-marin arrivait du côté opposé. Sans arrêt, les navires étaient touchés à quelques minutes d'intervalle. Parce que les sous-marins n'avaient pas peur de nous. Une corvette ne pouvait pas aller aussi vite qu'un sous-marin à la surface. Dönitz a ordonné à 3 U-boats supplémentaires de s'approcher. Dès qu'ils le peuvent, ils se lancent à l'attaque. Ils arrivaient les uns après les autres. Les Britanniques nous envoyaient des messages pour nous avertir qu'il en arrivait encore d'autres. Ensuite, ils sont devenus téméraires. Ils frappaient à la surface, en plein jour, en se faufilant entre les files de navires qu'ils attaquaient avec leurs torpilles et leurs canons. Pendant 3 jours, les U-boats poursuivent leur attaque impitoyable. Ils coulent 15 navires et tuent plus de 200 marins, soit près du tiers des équipages du convoi. À un moment, il y avait plus de rescapés sur la corvette que de membres d'équipage. Où pouvions-nous les installer? Nous n'avions pas de vêtements pour eux. Ils étaient recouverts de pétrole. Nous n'avions plus de nourriture. Ils mouraient parce qu'ils avaient avalé du pétrole. Nous les enveloppions d'un drap avant de les lancer par-dessus bord. Il s'agit de l'une des pires attaques de convoi de 1941. 70 000 tonnes de marchandises sont perdues. S'ils continuent de subir des pertes aussi importantes, les Alliés ne pourront pas remporter la guerre. Les Alliés ont besoin de l'aide des États-Unis qui ne veulent pas de cette guerre européenne. Mais les Allemands vont bientôt les faire changer d'avis. En octobre 1941, la flotte de Dönitz compte 187 sous-marins. Le commandant ne sait toujours rien du radar des Britanniques, ni du décryptage du code Enigma. Mais avec un si grand nombre de sous-marins, sa supériorité est indéniable contre les convois. Il reste un espoir pour la Grande-Bretagne et le Canada, puisque les États-Unis s'engagent un peu plus. Bien que Roosevelt refuse de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, il expédie déjà des marchandises vitales en Grande-Bretagne. Il s'enhardit et s'entend avec Churchill pour protéger ses convois en provenance des États-Unis avec des navires de guerre américains. La théorie mise en pratique en septembre 1941 était que les Américains allaient escorter leurs navires jusqu'en Islande et que tous ceux qui désiraient se joindre au convoi étaient les bienvenus. Et Dönitz ne peut rien faire pour les arrêter. La frustration de Dönitz était très compréhensible. Les États-Unis aidaient énormément l'Angleterre en expédiant des marchandises et en escortant les convois dans une certaine mesure. Hitler refuse d'approuver les attaques contre les navires de guerre américains pour une raison fondamentale. Hitler était en train d'essayer de vaincre l'Union soviétique. La dernière chose dont il avait besoin à l'été et à l'automne 1941, c'était d'avoir à déployer ses ressources contre les Américains. À contre-cœur, Dönitz ordonne à ses U-boats de ne pas attaquer les navires américains. Mais il y en a tant dans la zone de conflit qu'une catastrophe est inévitable. Le 31 octobre 1941, le convoi HX-156 tombe dans les griffes d'une meute de U-boats à l'affût. Le convoi est défendu par 5 navires de guerre américains
dont le destroyer USS Reuben James. J'avais le quart de minuit à 4 heures. Après mon service, je suis descendu me laver. À 5h25, le commandant de U-Boat, Erich Topp, aperçoit un navire qui escorte un convoi. C'est le Reuben James. Topp ignore qu'il est américain. Il lance 2 torpilles. Je me suis lavé, je suis allé me coucher, et la torpille nous a frappés. Elle a dû briser la quille. Tous ceux qui étaient à l'avant du navire ont disparu. L'arrière n'a pas sombré avant 15 ou 20 minutes. Nous avons dû sauter de l'autre côté. Le Reuben James coule, emportant avec lui 115 marins américains. En Grande-Bretagne, Churchill est informé et comprend que c'est probablement le moment qu'il attendait depuis longtemps. Sans nul doute, Churchill a été enchanté et même soulagé. Il voulait que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Des incidents survenaient dans l'Atlantique et je crois qu'il aurait été très heureux qu'un tel incident pousse les États-Unis à entrer en guerre. C'est alors que Roosevelt fait quelque chose d'inattendu. Absolument rien. C'était bel et bien un incident. On peut dire sans se tromper que les Britanniques ont probablement cru qu'il entraînerait une réaction. Mais Roosevelt n'était pas prêt. Ou alors il considérait que pour les intérêts des Américains, ce n'était pas le moment d'entrer en guerre. Rien ne semble pouvoir remettre en cause la décision des Américains. Même si les Alliés ont de meilleures chances d'esquiver les attaques des sous-marins grâce au décryptage du code Enigma et au radar, Dönitz peut maintenant compter sur 200 sous-marins. Il est virtuellement impossible de les éviter. Comme les États-Unis restent à l'écart, les Alliés ont besoin de nouvelles stratégies pour protéger les convois, sinon ils risquent de perdre la guerre. 1941. La bataille de l'Atlantique se poursuit. Les Alliés doivent trouver une solution à la menace des U-boats. Ils font appel à une vieille tactique qui vise le talon d'Achille des sous-marins. Ces sous-marins n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui, qui ont la capacité de rester sous l'eau très longtemps. Un sous-marin à la surface est un navire des plus vulnérables. Un seul coup tiré par une mitrailleuse ou un canon était suffisant pour le condamner. Les Britanniques savent que les U-boats sont vulnérables aux attaques aériennes. Ils ont tenté d'exploiter cette faiblesse au début de la guerre, mais la leçon a été douloureuse lorsqu'un seul sous-marin a coulé le porte-avions Courageous et tué 500 hommes. La Grande-Bretagne ne peut pas se permettre de perdre un autre porte-avions pour protéger les convois. Au début de la guerre, les Britanniques se sont servis des porte-avions contre les U-boats et les conséquences ont été désastreuses. Ils ont compris bien avant le début de la guerre qu'un navire qui pouvait transporter des avions serait un atout indéniable dans les batailles navales. La solution britannique est simple et radicale. Ils prennent un navire marchand allemand qu'ils ont capturé, le Hanover, le dépouillent de ce qu'il recouvre pour y installer un pont d'envol. La conversion ne prend que 5 mois. Le résultat, un porte-avions miniature pouvant accueillir 6 avions. Les Britanniques le rebaptisent Audacity. C'est le tout premier porte-avions d'escorte. À 22 ans, le pilote Eric Brown est l'un des premiers à atterrir sur le navire.
Je n'avais jamais vu de porte-avions de ma vie. Mais certains des pilotes de l'escadron avaient déjà opéré à partir d'un grand porte-avions comme le HMS Ark Royal. Ils ont eu un choc quand ils ont vu la taille de l'Audacity. La première fois que je me suis approché pour atterrir, j'ai eu l'impression que c'était une boîte d'allumettes flottante. Atterrir sur son pont de 140 mètres constitue un défi de taille pour les pilotes. Mais une fois dans les airs, ces avions se révèlent une terrible menace pour les U-boats. Le commandant ou l'officier de quart doit prendre une décision. Est-ce que j'attaque l'avion? Est-ce que j'appelle l'équipe du canon? Est-ce que je plonge pour m'enfuir? Est-il trop près pour ça? Me rejoindra-t-il avant que je sois sous l'eau? La première mission de l'Audacity est la protection des convois qui font la navette entre Gibraltar et Liverpool. Le 14 décembre 1941, l'Audacity quitte le port de Gibraltar avec un convoi de 32 navires. Les premiers jours se passent sans problème. Chaque matin, à l'aube, 2 avions s'envolaient du navire. Ils partaient, en général, dans 2 directions opposées, à la recherche de U-boats. Grâce au soutien des patrouilles aériennes, les escortes du convoi éliminent 3 U-boats. Mais 8 jours après le départ, un autre U-boat repère l'Audacity. J'ai atterri le dernier, à la tombée de la nuit. J'étais au carré des officiers en train de boire un café quand la première torpille nous a touchés. Elle a frappé la poupe et a cassé le gouvernail. Ils ont lancé 2 autres torpilles qui ont complètement détruit la proue du navire. Je suis descendu 2 ponts plus bas, par une échelle. J'ai compris que je ne pouvais pas aller plus loin et j'ai sauté à l'eau. Ensuite, le porte-avions a coulé très rapidement. Même s'il a coulé, le porte-avions d'escorte a infligé de lourdes pertes à la flotte sous-marine allemande. Karl Dönitz, le commandant de la flotte des U-boats, en est parfaitement conscient. Le bilan n'est pas reluisant. L'Audacity a été coulée par le U-751. Mais nous avons détruit seulement 2 navires du convoi pour 5 U-boats perdus. Voilà la solution. Amener des avions tactiques en mer sur un bateau que l'on peut sacrifier. L'Audacity a montré la voie à suivre. Comme la construction des petits porte-avions est simple et peu coûteuse, les Britanniques peuvent facilement les remplacer. Ils construisent donc d'autres porte-avions de ce type pour protéger les convois. L'héritage de l'Audacity, c'est que c'était le premier porte-avions d'escorte opérationnel au monde. Stratégiquement, il a complètement transformé les opérations aéronavales. À la fin de 1941, les avions révolutionnent la bataille entre les convois et les U-boats. Au même moment, 11 000 kilomètres plus loin, de l'autre côté de la Terre, un événement déterminant vient de se produire. Un événement qui aura un impact certain sur la bataille de l'Atlantique Nord. Le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Quatre jours plus tard, Adolf Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Dönitz est finalement libre d'attaquer les navires américains. Dans quelques mois, il aura 300 U-boats à sa disposition. C'est la quantité qu'il a toujours cru nécessaire pour anéantir le système des convois. La guerre entre dans une phase encore plus meurtrière. L'Allemagne mise sur ses U-boats, tandis que la Grande-Bretagne et le Canada peuvent maintenant compter sur les Américains. La bataille s'étendra à la côte est du Canada et des États-Unis. Karl Dönitz en profitera pour donner une douloureuse leçon à la marine américaine dans l'art de la guerre sous-marine. Se faufile à l'intérieur du convoi.
Au cours d'une formidable démonstration de guerre sous-marine, il coule 5 navires en 1 heure. Schepke s'approche et attaque à son tour. Mais un destroyer britannique le détecte grâce à son système radar. Une fois repérés, les U-boats sont vulnérables aux tirs des navires et doivent plonger pour se mettre à l'abri. Quand nous avions de la vitesse, la plongée se faisait très vite. Nous descendions aussi vite que possible. Nous avons réussi à plonger en moins de 30 secondes. Sous l'eau, les U-boats ne sont pas invincibles. Les Britanniques utilisent leur sonar pour les localiser. L'équipage du sous-marin ne peut qu'attendre et prier. À la surface, le destroyer britannique lance une série de grenades sous-marines au-dessus de l'endroit où semble se cacher le sous-marin. Chaque charge contient 136 kg d'explosifs de grande puissance et est programmée pour détonner à une profondeur prédéterminée. Il y avait 2 lanceurs de grenades sous-marines à l'arrière du navire. On lançait quelques grenades programmées pour une certaine profondeur, puis on en lançait d'autres à une profondeur moins grande. Comme ça, le sous-marin était pris en sandwich entre les grenades qui explosaient en même temps. C'est assourdissant. Je n'avais jamais entendu un tel bruit de ma vie. Jamais. C'est unique. Vous savez, le son voyage très bien dans l'eau. Un bruit incroyable. Incroyable. Pendant l'attaque du convoi HX-112, le U-boat de Schepke est lourdement endommagé par les grenades sous-marines. Il n'a d'autre choix que de vider ses citernes de ballast et refaire surface. L'opérateur radar envoie des impulsions radio. Ces impulsions se reflètent sur les objets métalliques, tels que la tourelle d'un sous-marin. Quand le signal revient, l'opérateur calcule l'orientation et la distance du navire ennemi. Cette percée scientifique redonne l'avantage aux Britanniques. D'un seul coup, vous savez où se trouve l'ennemi, vous pouvez le voir, et il ignore que vous le voyez. Les Britanniques avaient un net avantage par rapport à l'ennemi. Ils bénéficiaient d'une vision nocturne électronique, alors que les Allemands n'avaient que des jumelles. Pour les Britanniques, cette percée arrive à un moment crucial. L'île est assiégée. La pénurie de vivres affecte toute la population. Avant la guerre, la Grande-Bretagne importait 59 millions de tonnes de nourriture et de matières premières chaque année. Les attaques des U-boats ont pratiquement coupé ces importations de moitié. Dönitz est persuadé qu'il peut arrêter complètement les convois, mais le haut commandement l'en empêche. En mars 1941, il n'a que 96 U-boats à sa disposition, alors qu'il soutient depuis toujours qu'il en a besoin de 300 pour triompher des convois. Il n'obtient pas la puissance de feu qu'il souhaite, car Hitler est convaincu que les cuirassés sont les navires clés de la victoire. Hitler était comme n'importe quel gars moyen qui se trouverait dans un musée devant un modèle de cuirassé et un modèle de U-boat. À l'instar d'Hitler, il préférerait sans doute le cuirassé parce qu'il est fasciné par sa puissance brute. Néanmoins, Dönitz est convaincu que l'argent serait mieux investi dans la construction de U-boats.
Il croit que s'il avait suffisamment de sous-marins, il gagnerait la guerre contre les convois. Il est sur le point d'avoir l'occasion de le prouver. En mars 1941, la force sous-marine allemande demande à 3 de ses meilleurs commandants de sous-marins de patrouiller dans l'Atlantique à la recherche de proies. Il s'agit de Joachim Schepke, Otto Kretschmer et Fritz Julius Lemp. À eux 3, ils ont déjà coulé près de 100 navires. Le 15 mars, Lemp repère le convoi HX-112 à 650 km des côtes de la Grande-Bretagne. Plusieurs de ces 41 navires sont des pétroliers qui transportent de l'essence, du kérosène et du pétrole brut. N'importe quel navire ennemi constituait une bonne cible. Les Allemands ont dû avoir très peur parce qu'ils sautaient par-dessus bord. J'ai vu Lemp sur la tourelle de commandement qui criait en gesticulant « Sortez, sortez tous !» Moi et l'autre opérateur radio lui avons demandé ce qu'il fallait faire avec les machines secrètes. Il a dit de tout laisser en place et de sortir. Il voulait sauver tous ses hommes. Lemp et son équipage abandonnent le sous-marin, mais ils constatent, horrifiés, que le U-boat ne sombre pas. Le sous-marin était abandonné à environ 200 mètres de nous. Mon commandant m'a demandé d'aller à bord pour prendre les choses utiles. Nous nous sommes rendus à la rame. J'ai marché sur le pont en pointant mon revolver. Toutes les écoutilles étaient ouvertes. Je ne pouvais pas savoir s'il y avait toujours des Allemands à bord. C'était effrayant, parce que j'avais besoin de mes 2 mains pour descendre l'échelle verticale. J'ai dû ranger mon revolver pour le faire. Je suis arrivé dans la salle de commande. Tout était silencieux. Il n'y avait pas un sous-marinier allemand. J'ai dit à l'équipe d'arraisonnement que la voie était libre. Nous avons fouillé le U-boat et notre découverte la plus importante a été la machine Enigma et le livre de code. Sur place, David Baum ne se rend pas compte de la signification de sa découverte, mais elle pourrait changer le cours de la guerre. Les machines Enigma servent à encrypter tous les messages radio entre Dönitz et ses U-boats. Le corps de Lemp, l'as des U-boats, ne sera jamais retrouvé. Par un coup de chance, les Britanniques ont trouvé la clé pour décrypter les codes secrets de la marine allemande. 4 jours plus tard, la machine se retrouve à Bletchley Park, le quartier général des services du renseignement. Dans l'espoir de percer tous les secrets de Dönitz, les meilleurs cerveaux de Grande-Bretagne s'attellent à la tâche. Selon les spécialistes, ce service du renseignement a raccourci la guerre de 2 ans, ce qui a sauvé un nombre incalculable de vies. Enfin, des cryptographes comme Gene Valentine peuvent déchiffrer les messages radio des U-boats. C'était absolument vital de connaître les objectifs de l'ennemi, de savoir où se trouvaient les problèmes de communication. Les sous-marins sont nettement supérieurs. Le 9 septembre 1941, les U-boats attaquent le premier navire marchand. Habituellement, le premier signe d'une attaque était le torpillage d'un navire. C'était généralement un navire marchand parce que les escortes étaient plus rapides. Notre tour venait après. On a entendu l'explosion. Et le navire s'est enflammé. On savait qu'on était menacé, parce que si un sous-marin était d'un côté du convoi, les navires d'escorte se ruaient sur lui. Alors un autre sous-marin arrivait du côté opposé. Sans arrêt,
Les navires étaient touchés à quelques minutes d'intervalle, parce que les sous-marins n'avaient pas peur de nous. Une corvette ne pouvait pas aller aussi vite qu'un sous-marin à la surface. Dönitz a ordonné à 3 U-boats supplémentaires de s'approcher. Dès qu'ils le peuvent, ils se lancent à l'attaque. Ils arrivaient les uns après les autres. Les Britanniques nous envoyaient des messages pour nous avertir qu'il en arrivait encore d'autres. Ensuite, ils sont devenus téméraires. Ils frappaient à la surface, en plein jour, en se faufilant entre les files de navires qu'ils attaquaient avec leurs torpilles et leurs canons. Pendant 3 jours, les U-boats poursuivent leur attaque impitoyable. Ils coulent 15 navires et tuent plus de 200 marins, soit près du tiers des équipages du convoi. À un moment, il y avait plus de rescapés sur la corvette que de membres d'équipage. Où pouvions-nous les installer? Nous n'avions pas de vêtements pour eux. Ils étaient recouverts de pétrole. Nous n'avions plus de nourriture. Ils mouraient parce qu'ils avaient avalé du pétrole. Nous les enveloppions d'un drap avant de les lancer par-dessus bord. Il s'agit de l'une des pires attaques de convoi de 1941. 70 000 tonnes de marchandises sont perdues. S'ils continuent de subir des pertes aussi importantes, les Alliés ne pourront pas remporter la guerre. Les Alliés ont besoin de l'aide des États-Unis qui ne veulent pas de cette guerre européenne. Mais les Allemands vont bientôt les faire changer d'avis. En octobre 1941, la flotte de Dönitz gagne. Il se dirige vers le Canada pour s'approvisionner. Il est composé de 37 navires marchands, défendus par 4 navires escortes. Pour avoir l'autorisation d'attaquer, Prien doit d'abord avertir Dönitz par radio, car celui-ci insiste pour contrôler toutes les attaques des U-boats à partir de son poste de commandement en France. Karl Dönitz dirigeait tout le système en utilisant la radio pour contrôler ce que faisaient les sous-mariniers, où ils allaient et comment ils se battaient. Il les réprimandait quand ils n'étaient pas efficaces. Dönitz voulait gérer personnellement tout le théâtre de la bataille de l'Atlantique à partir de son bunker radio. Pour empêcher que les Britanniques décodent leurs messages radio, les Allemands utilisent une machine cryptographique à la fine pointe de la technologie, l'Enigma. Dönitz ordonne à 3 autres sous-marins de rejoindre Prien pour attaquer le convoi. Employant la tactique efficace imaginée par Dönitz, Prien et les autres sous-marins attaqueront à la surface, en pleine nuit. Les commandants les plus téméraires émergeront à l'intérieur du convoi. Une fois à portée de tir, ils attaquent. Un bruit horrible a retenti, un énorme bang. On l'entend lorsqu'un navire coule. Quand il est compressé, il craque et plie. Et on espère qu'il n'y a plus personne à bord. Les U-boats coulent 4 navires. Mais au lever du jour, force est de constater qu'ils ont payé un prix élevé pour ce succès. 2 U-boats ont sombré. L'un d'eux est le U-47, commandé par l'as des as, Gunther Prien. La mort de Prien bouleverse Dönitz. Prien était la quintessence de l'homme. Une belle personnalité, de l'enthousiasme, de l'énergie et de l'entrain à profusion. Il était entièrement dévoué et il donnait le meilleur exemple à tous ceux qui étaient sous son commandement.
Après 3 mois sans essuyer une seule perte de sous-marin, la disparition de 2 U, les Britanniques le rebaptisent Audacity. C'est le tout premier porte-avions d'escorte. À 22 ans, le pilote Eric Brown est l'un des premiers à atterrir sur le navire. Je n'avais jamais vu de porte-avions de ma vie. Mais certains des pilotes de l'escadron avaient déjà opéré à partir d'un grand porte-avions comme le HMS Ark Royal. Ils ont eu un choc quand ils ont vu la taille de l'Audacity. La première fois que je me suis approché pour atterrir, j'ai eu l'impression que c'était une boîte d'allumettes flottante. Atterrir sur son pont de 140 mètres constitue un défi de taille pour les pilotes. Mais une fois dans les airs, ces avions se révèlent une terrible menace pour les U-boats. Le commandant ou l'officier de quart doit prendre une décision. Est-ce que j'attaque l'avion? Est-ce que j'appelle l'équipe du canon? Est-ce que je plonge pour m'enfuir? Est-il trop près pour ça? Me rejoindra-t-il avant que je sois sous l'eau? La première mission de l'Audacity est la protection des convois qui font la navette entre Gibraltar et Liverpool. Le 14 décembre 1941, l'Audacity quitte le port de Gibraltar avec un convoi de 32 navires. Les premiers jours se passent sans problème. Chaque matin, à l'aube, 2 avions s'envolaient du navire. Ils partaient, en général, dans 2 directions opposées, à la recherche de U-boats. Grâce au soutien des patrouilles aériennes, les escortes du convoi éliminent 3 U-boats. Mais 8 jours après le départ, un autre U-boat repère l'Audacity. J'ai atterri le dernier, à la tombée de la nuit. J'étais au carré des officiers en train de boire un café quand la première torpille nous a touchés. Elle a frappé la poupe et a cassé le gouvernail. Ils ont lancé 2 autres torpilles qui ont complètement détruit la proue du navire. Je suis descendu 2 ponts plus bas, par une échelle. J'ai compris que je ne pouvais pas aller plus loin et j'ai sauté à l'eau. Ensuite, le porte-avions a coulé très rapidement. Même s'il a coulé, le porte-avions d'escorte devrait être pratiquement invisible. Ils étaient difficiles à voir. Ce n'était que de minces silhouettes. Le haut de la tourelle n'était qu'à 3 ou 4 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui n'est pas très haut en pleine nuit sur une mer houleuse. Ce que Dönitz ne sait pas, c'est que les Britanniques peuvent maintenant voir dans l'obscurité, grâce à une innovation secrète. Le radar. Les scientifiques britanniques travaillent depuis 10 ans à la mise au point de cette technologie de détection. Le radar a d'abord été utilisé comme système d'alarme pour repérer les avions ennemis. Les Britanniques en ont conçu une version plus petite, pouvant être installée sur un destroyer. Le radar peut localiser les navires allemands à la surface de l'océan dans un rayon de 16 km. L'appareil utilise les ondes radio. À bord du destroyer, l'opérateur radar envoie des impulsions radio. Ces impulsions se reflètent sur les objets métalliques, tels que la tourelle d'un sous-marin. Quand le signal revient, l'opérateur calcule l'orientation et la distance du navire ennemi. Cette percée scientifique redonne l'avantage aux Britanniques. D'un seul coup, vous savez où se trouve l'ennemi, vous pouvez le voir, et il ignore que vous le voyez. Les Britanniques avaient un net avantage par rapport à l'ennemi. Ils bénéficiaient d'une vision nocturne électronique, alors que les Allemands n'avaient que des jumelles. Pour les Britanniques, cette percée arrive à un moment crucial. L'île est assiégée. La pénurie de vivres affecte toute la population.
Avant la guerre, la Grande-Bretagne importait 59 millions de tonnes de nourriture et de matières premières chaque année. Les attaques des U-boats ont pratiquement coupé ces importations de moitié. Dönitz est persuadé qu'il peut arrêter complètement les convois, mais le haut commandement l'en empêche. En mars 1941, il n'a que 96 U-boats à sa disposition, alors qu'il soutient depuis toujours qu'il en a besoin de 300 pour triompher des convois. Il n'obtient pas la puissance de feu qu'il souhaite, car Hitler est convaincu que les cuirassés sont les navires clés de la victoire. Hitler était comme n'importe quel gars moyen qui se trouverait dans un musée devant un modèle de cuirassé et un modèle de U-boat. À l'instar d'Hitler, il préférerait sans doute le cuirassé parce qu'il est fasciné par sa puissance brute. Ils arrivaient les uns après les autres. Les Britanniques nous envoyaient des messages pour nous avertir qu'il en arrivait encore d'autres. Ensuite, ils sont devenus téméraires. Ils frappaient à la surface, en plein jour, en se faufilant entre les files de navires qu'ils attaquaient avec leurs torpilles et leurs canons. Pendant 3 jours, les U-boats poursuivent leur attaque impitoyable. Ils coulent 15 navires et tuent plus de 200 marins, soit près du tiers des équipages du convoi. À un moment, il y avait plus de rescapés sur la corvette que de membres d'équipage. Où pouvions-nous les installer? Nous n'avions pas de vêtements pour eux. Ils étaient recouverts de pétrole. Nous n'avions plus de nourriture. Ils mouraient parce qu'ils avaient avalé du pétrole. Nous les enveloppions d'un drap avant de les lancer par-dessus bord. Il s'agit de l'une des pires attaques de convoi de 1941. 70 000 tonnes de marchandises sont perdues. S'ils continuent de subir des pertes aussi importantes, les Alliés ne pourront pas remporter la guerre. Les Alliés ont besoin de l'aide des États-Unis qui ne veulent pas de cette guerre européenne. Mais les Allemands vont bientôt les faire changer d'avis. En octobre 1941, la flotte de Dönitz compte 187 sous-marins. Le commandant ne sait toujours rien du radar des Britanniques, ni du décryptage du code Enigma. Mais avec un si grand nombre de sous-marins, sa supériorité est indéniable contre les convois. Il reste un espoir pour la Grande-Bretagne et le Canada, puisque les États-Unis s'engagent un peu plus. Bien que Roosevelt refuse de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, il expédie déjà des marchandises vitales en Grande-Bretagne. Il s'enhardit et s'entend avec Churchill pour protéger ses convois en provenance des États-Unis avec des navires de guerre américains. La théorie mise en pratique en septembre 1941 était que les Américains allaient escorter leurs navires jusqu'en Islande et que tous ceux qui désiraient se joindre au convoi étaient les bienvenus. Et Dönitz ne peut rien faire pour les arrêter. La frustration de Dönitz était très compréhensible. Les États-Unis aidaient énormément l'Angleterre en expédiant des marchandises et en escortant les convois dans une certaine mesure. Il n'a pas la puissance de feu qu'il souhaite, car Hitler est convaincu que les cuirassés sont les navires clés de la victoire. Hitler était comme n'importe quel gars moyen qui se trouverait dans un musée devant un modèle de cuirassé et un modèle de U-boat. À l'instar d'Hitler, il préférerait sans doute le cuirassé parce qu'il est fasciné par sa puissance brute. Néanmoins, Dönitz est convaincu que l'argent serait mieux investi dans la construction de U-boats. Il croit que s'il avait suffisamment de sous-marins, il gagnerait la guerre contre les convois. Il est sur le point d'avoir l'occasion de le prouver. En mars 1941, la force sous-marine allemande demande à 3 de ses meilleurs commandants de sous-marins de patrouiller dans l'Atlantique à la recherche de proies. Il s'agit de Joachim Schepke,
Otto Kretschmer et Fritz Julius Lemp. À eux trois, ils ont déjà coulé près de 100 navires. Le 15 mars, Lemp repère le convoi HX-112 à 650 km des côtes de la Grande-Bretagne. Plusieurs de ces 41 navires sont des pétroliers qui transportent de l'essence, du kérosène et du pétrole brut. N'importe quel navire ennemi constituait une bonne cible. Mais le gros lot en fait de cible, c'était les pétroliers, bien sûr. Ignorant que les Britanniques utilisent leur radar, les trois As positionnent leurs sous-marins pour l'attaque. Dans l'obscurité, Kretschmer se faufile à l'intérieur du convoi. Au cours d'une formidable démonstration de guerre sous-marine, il coule 5 navires en 1 heure. Schepke s'approche et attaque à son tour. Mais un destroyer britannique le détecte grâce à son système radar. Une fois repérés, les U-boats sont vulnérables aux tirs des navires et doivent plonger pour se mettre à l'abri. Quand nous avions de la vitesse, la plongée se faisait très vite. Nous descendions aussi vite que possible. Nous avons réussi à plonger en moins de 30 secondes. Sous l'eau, les U-boats ne sont pas invincibles. Les Britanniques utilisent leur sonar pour les localiser. L'équipage du sous-marin ne peut qu'attendre et prier. Général des services du renseignement. Dans l'espoir de percer tous les secrets de Dönitz, les meilleurs cerveaux de Grande-Bretagne s'attellent à la tâche. Selon les spécialistes, ce service du renseignement a raccourci la guerre de 2 ans, ce qui a sauvé un nombre incalculable de vies. Enfin, des cryptographes comme Gene Valentine peuvent déchiffrer les messages radio des U-boats. C'était absolument vital de connaître les objectifs de l'ennemi, de savoir où se trouvaient les navires et ce qui allait arriver à tel ou tel moment. Je crois que Bletchley Park a joué un rôle déterminant à cet égard. Les messages décryptés sont envoyés au centre névralgique des convois alliés de l'Atlantique, le commandement des approches ouest à Liverpool. Les Britanniques peuvent enfin déterminer la position des U-boats et dévier les convois afin de les éviter. Grâce au code Enigma et au radar, l'équilibre des forces penche maintenant du côté britannique. Ils peuvent espérer qu'un plus grand nombre de convois arriveront à bon port pour soutenir l'effort de guerre. Pour la première fois de la guerre, les Britanniques ont vraiment une emprise sur les mouvements de la flotte des U-boats. Cela leur confère un avantage dont ils tireront profit le reste de l'année. Pendant ce temps, Dönitz croit que le code Enigma est toujours indéchiffrable. Je ne crois pas que les communications radio ont déclenché les actions de l'ennemi. Le décryptage du code est une excellente nouvelle pour la Marine royale du Canada, à bout de souffle. Au printemps 1941, les Canadiens acceptent de protéger la portion ouest de la route maritime des convois. Les navires qui font le long trajet entre Terre-Neuve et l'Islande sont maintenant escortés principalement par des navires du Canada. Les Canadiens ont besoin de toute l'aide possible. Le code des sous-marins allemands a été décrypté et l'information obtenue leur permet de naviguer en esquivant les positions ennemies. C'est un avantage opérationnel et tactique formidable, parce que la marine canadienne évite des engagements qui se seraient probablement soldés par des défaites. Les convois évitent plus souvent les meutes de U-boats, mais d'autres dangers les guettent dans l'océan. Il n'y a aucun autre endroit, dans n'importe quelle bataille ou campagne livrée pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il a fallu faire passer un convoi dans le brouillard,
entre les icebergs et échapper à des meutes de sous-marins.